justement des intrants Ça pas agricoles. d'accompagnement. Question financière dans un premier À temps. votre parce que avis, derrière, il pourquoi la situation de l'élection du président La Macron est distribution assez... agricole se prépare. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon, tout près de Clermont-Ferrand, pour notre émission, donc débat interdit. Et on va s'intéresser à la question suivante. La viande va-t-elle devenir un luxe? Point d'interrogation. Et pour en parler, je suis en compagnie de Sofiane. Bonjour Sofiane. Salut Jean-Paul. Alors Sofiane, tu fais quoi? C'est quoi ton métier? Alors moi je fais beaucoup de choses. Je suis cuisinier, je suis youtubeur et je suis à l'initiative du média du terre-terre au terroir. Bon, on aura l'occasion d'en parler. D'ailleurs, tu es venu avec Léon. Léon, c'est quoi ton... Bonjour, moi c'est Léon Miti. Et je suis jeune apprenti chez Sofiane, entre guillemets. Bon, super. Il y a aussi Frédéric Coursol, qu'on remercie d'être présent. Salut Frédéric. Alors Frédéric, toi tu es un chef, tu as été chef étoilé et aujourd'hui donc tu es chef à l'atelier de Ferdinand notamment et pas seulement. Exactement, chef auvergnat, natif de Vichy, donc je suis vraiment ancré dans ma région, ma ville, Clermont-Ferrand. Et juste à tes côtés Jean-Marc Bèche. Salut Jean-Marc. Bonjour. Jean-Marc, ton métier c'est quoi? Alors, il est difficile à expliquer, mais disons que je travaille pour le secteur, les filières de l'élevage, au dialogue avec les consommateurs et les concitoyens. On y reviendra pour être plus précis. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler. On a différentes séquences dans cette émission et vous allez voir les thématiques qu'on va aborder. Mais la première, il faut s'intéresser à toi, Sofiane. C'est vrai que tu as une initiative, moi, elle m'a séduite. D'où est partie l'idée de s'intéresser à l'agriculture? Toi, tu n'es pas issu du monde agricole. Non, moi je suis originaire de banlieue, je suis à Croix-de-Mérat, pas très loin de Clermont-Ferrand. Le truc c'est qu'à 14 ans je suis parti pour mon apprentissage à Besse, donc dans le Sancy. Et j'ai travaillé dans une auberge là-bas pendant plusieurs années. Et c'est vrai que du coup très jeune j'ai eu un lien assez fort avec le monde agricole, le monde rural et la culture rurale. Du coup c'est vrai que ça m'a plus imprégné que certains amis issus du quartier et j'ai continué en cuisine. Et après des années d'expérience en cuisine, je me suis rendu compte que notre gastronomie, notre culture, notre agriculture n'était pas assez reconnue et pas assez enseignée en banlieue. Et c'est là où j'ai eu l'idée du terre-terre au terroir. Oui, puisque tu as une chaîne YouTube. C'est Parle-moi ça. un peu. J'ai une chaîne YouTube avec les jeunes, avec notamment Léon, Alan, Soumia, que vous verrez tout à l'heure. On va à la rencontre d'éleveurs, on se renseigne sur les métiers de l'élevage, que ce soit laitier, fromager, éleveur de d'Aubrac qu'on a fait récemment. Et on va aussi voir des chefs, ça me tient à cœur, des chefs ou des chefs pâtissiers, pour qu'ils aient une vue d'ensemble et qu'ils aient l'objectif pour moi, c'est de combler cette carence en enseignement lié au monde agricole et à notre culture culinaire. Et toi, Léon, tu as dit OK, on y va. Moi, on m'a proposé le projet. On m'a dit qu'il y avait un projet qui tournait du terre-terre au terroir. On a débuté le projet le 20 mai, si je me souviens bien. C'était en 2021 parce qu'on a eu le Covid entre-temps. Et du coup, on a eu l'ami de Sofiane, Afidou, malheureusement il n'a pas pu venir, qui nous a parlé du projet et directement on a accroché. Alors c'est quoi le principe? Un minibus, un van et hop, on est parti? C'est ça, une caméra, une GoPro, des fois un cadreur. Et puis j'ai appelé des copains à moi qui sont dans le monde agricole. Première vidéo, on est allé chez Frédéric Pellis vers le Puy-en-Velay, qui nous a ouvert son exploitation laitière. Ce qui a permis aux jeunes tout de suite un choc avec les odeurs, le quotidien, les horaires, la rémunération. On aborde absolument tout. Sans tabou. Sans tabou. L'objectif, c'est de créer du lien, de l'échange et s'enrichir mutuellement. Donc du coup, on est allé chez Fred. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Bon, ça a matché tout de suite. Ils ont vraiment beaucoup, ils se sont appréciés très très fort, tant Frédéric que les jeunes. Et on a continué. Bon, d'ailleurs, on a une vidéo, on va la passer. Top image. Déjà, ça a commencé, on est arrivé, ça puait. J'arrivais pas à respirer. Lui, il a failli vomir. Après, je me suis retrouvé avec Pierre dans le tracteur que vous voyez derrière. Il y a une fois, c'est l'odeur. J'ai jamais vu ça. J'ai failli me prendre le pare-brise 10 fois. Après, on a traité des vaches. On s'est fait chier dessus. Déjà, on vient, on est content, on se fait chier dessus, manque de respect. Quand on voyait les gens à la télé, aux manifestations, je pensais que c'était surjoué, ils voulaient juste de l'argent. Mais là, j'ai pu voir. Déjà, Pierre, il est jeune.
Je vois que c'est dur pour lui, mais ça se voit, ils sont passionnés, ils sentent même plus les odeurs, alors que nous, c'est dur les odeurs encore. Et je vois, ça se voit, ils sont passionnés, ça se voit, ils aiment ce qu'ils font. Et c'est ça qui font que pour eux, je pense, ça doit être facile, mais nous, à voir, c'est dur. C'est un métier qui est dur, hein. Vraiment, vraiment dur. Quand je me rends compte tout ce qu'il y a à faire, mais il faut s'occuper des vaches et tout, je dis vraiment, faut avoir du cœur pour faire ce métier. Hein, c'est une passion, ça va, faut être passionné et tout. Ouais, puisque... Tu dois faire ça. Ah, non, non. Non mais Léon, ça pue les élevages ou quoi? C'est quoi là? Pour nous, les citadelles, on n'est pas trop habitués à... Parle bien près le micro. On n'est pas trop habitués à l'odeur et compagnie. Du coup, c'était la première fois qu'on avait affaire à ça. Et c'est vrai que l'odeur était assez écœurante, excusez-moi du mot, mais voilà. Mais à force, je me suis rendu compte que je me suis habitué de l'odeur, que je faisais même plus attention à l'odeur, c'était normal. Je vivais dans l'odeur. Aujourd'hui, ça va tellement mieux qu'ils font des petits déjeuners au lait cru directement Ah bon, à la ferme. Ah oui. Et tu vas devenir éleveur peut-être? Alors, éleveur... C'est pas sûr. C'est pas sûr, mais je pars plutôt du principe de mouler des fromages. Je sais pas si vous voyez c'est quoi. J'ai pu mouler 41 fromages. Je ne suis pas très sûr du nombre exact. Avec Sophia Touscourt. À la ferme de l'Ambre, avec Thierry Boileau. À la ferme de l'Ambre. Et du coup, en moulant les fromages, je me suis trouvé entre guillemets une passion que j'aime beaucoup faire. Donc ça, c'est des trucs qui te plaisent. Tu as découvert et globalement, ça te plaît. Oui, franchement, oui. Bon, juste à tes côtés, Véronique Langlais. Bonjour Véronique et merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Véronique Langlais, donc, qui est présidente du syndicat des bouchers de Paris. Je ne fais pas d'erreur, c'est bien ça? J'aime bien la recevoir dans les émissions parce qu'elle a la pêche, elle bouscule beaucoup d'ailleurs. Et j'aimerais, si c'est possible, revenir sur l'effet des odeurs. Mais en parlant bien près du micro. Alors si on est réceptif à ce sens-là, ça veut dire qu'on peut aussi sentir ce qui sent bon. Et qu'on peut être à l'écoute à partir du moment où on sent quelque chose, c'est qu'on a l'esprit qui est ouvert et qu'on peut aussi ouvrir ses autres sens que sont la vue, l'ouïe, l'odorat et c'est là la naissance de la passion parce qu'il y a le toucher et tous ces sens en éveil. À partir du moment où ils sont en éveil, même si c'est dans le négatif au départ, c'est eux qui vont nous emmener vers notre passion, vers ce qu'on aime en fait. C'est pour ça que tout est important, même si au départ ça peut surprendre. Moi je suis aussi issue de banlieue, parce que je suis née dans le 91 et que j'ai grandi à Villiers-le-Bel, dans le 95. Et effectivement, on n'était pas du tout ouvert au sens, ni même ouvert aux autres. Et ce qui est important quand on a conscience de ça, c'est qu'on est à la genèse, au début de quelque chose. Et ça, c'est important que tu en prennes conscience. Alors, ce que tu sais pas, Léon, c'est que tu vas peut-être pas devenir éleveur, mais certainement boucher, parce que Véronique elle va te passionner. Et ça y est, tu vas ouvrir une boucherie à Clermont, par exemple. Et pourquoi pas? Pourquoi pas tu vas voir. En tout cas, merci beaucoup, Léon, d'être venu ici sur ce plateau. Et puis, on va accueillir au fur et à mesure certains de tes copains et tes amis qui vont être là. Jean-Marc, on communique pas assez quand même sur l'élevage. Comment ça se fait que, justement, Léon n'avait jamais été sur une ferme? C'est génial, hein. C'est vraiment ce genre d'initiative, moi je ne la connaissais pas, pour lesquelles on travaille depuis près de 20 ans. C'est clair que quand il y avait des millions d'agriculteurs, des millions d'éleveurs en France, l'idée même de la campagne, de comment on élève des animaux, comment on produit du lait et de la viande, c'était une évidence pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a 400 000 fermes, je crois, et qui sont loin des consommateurs et des concitoyens. Et notre question, c'est comme les consommateurs cherchent à se rapprocher de cette source de viande et de lait, eh ben, les éleveurs ont de plus en plus envie d'expliquer comment ils travaillent et d'où viennent ces bons produits qu'on a tous dans nos assiettes. Et nous, on le fait plutôt par les médias, par des conférences, par des rencontres. Mais quand ça se passe sur la ferme, c'est la formule la plus géniale et la plus concrète. Frédéric, toi, tu es étoilé médaillé. Quand on a dit on va parler de l'initiative de Sofiane, tu as dit OK, je viens. Pourquoi tu as été conquis?
J'ai rencontré Sofiane il y a, on va dire 6 mois à peu près, 6-8 mois. Ça a été un vrai coup de cœur pour, déjà pour l'homme qui porte à bout de bras ce projet, qui est aussi jeune père d'une famille de bientôt 5, qui doit nourrir tout le monde, qui travaille beaucoup et j'avais envie de l'aider, dans sa réflexion, dans la construction de ce projet et puis de l'aider aussi un petit peu financièrement de la structuration de l'association. Moi, je suis sensible à tout ce milieu associatif et je pense que les choses ont du sens si on les fait en commun et bien accompagnés. Voilà. Effectivement, alors pour revenir un petit peu sur le sujet précédent et la mise en valeur des acteurs de notre territoire, hein, tous ces éleveurs et toute cette filière, on se rend compte qu'il y a une tare, il y a un manque éducationnel, ou alors soit qui est lié peut-être à l'école, un manque de transmission, et puis aussi peut-être à la maison aussi, hein, les parents ou les grands frères, grandes sœurs peut-être ne sont moins sensibles ou ne connaissent pas le sujet. Et donc il y a tout un travail à faire aussi à ce niveau-là, je pense. Aujourd'hui, on a deux cultures pas qui s'opposent, mais qui vivent chacun dans deux zones différentes. C'est la culture urbaine et la culture rurale plus traditionnelle. Et l'idée que j'ai eue, en ayant un pied entre les deux, c'est d'essayer de lier un peu les deux. Que je pense que c'est important pour la ruralité d'avoir un petit peu de cette culture urbaine pour mieux se vendre aussi. Et c'est très important pour l'enracinement, la tradition, même se construire soi-même, d'avoir un pied dans des territoires plus verts avec des racines, où on travaille les animaux, on travaille les produits directement à brut. Et on accueille Alain. Alain, tu veux devenir éleveur au moins, rassure-moi, non? Non, je suis pas trop dans ça, mais en vrai c'est bien les éleveurs. Tu fais des études de quoi là actuellement? Moi je fais des études dans le marketing. D'accord. Je suis en terminale. Ouais. Et je préfère être dans le marketing que éleveur. Ah là, on cherche des éleveurs et on ne va pas les trouver là. On attaque le premier sujet, le premier débat. Est-ce que la viande va devenir un luxe? Est-ce que la viande est trop chère? À toi, Sofiane. Je dirais que la viande de qualité est beaucoup trop chère, ouais, clairement. On a de la viande accessible pour tout le monde aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément ultra quali. Et moi, on cuisine aussi avec les jeunes, donc ça me permet d'y voir aussi au quotidien. Et dernièrement, on est allé voir Johan Bonny, que je salue, qui est un éleveur de race Aubrac dans les Orières, vers Thé, au-dessus de Clermont-Ferrand. Et force est de constater que les jeunes n'avaient jamais goûté de la viande d'Aubrac. C'est la vraie bonne viande d'Aubrac. Alors qu'ils viennent de Clermont-Ferrand. Donc ça en dit long. Je trouve que ça en dit long. Donc je ne veux pas combattre l'industrie agroalimentaire ou le street food, le junk food, mais que le dimanche, dans les banlieues, moi je parle surtout par rapport aux banlieues, on ait un repas de famille avec une volaille de Bresse ou une race à viande et qu'on arrive à l'apprécier, c'est aussi un de mes objectifs à moyen long terme. Ouais. Véronique, c'est un luxe ou pas la viande? Justement, c'est un luxe, effectivement, si on s'en réfère aux morceaux dits de première catégorie, le filet de bœuf, le faux filet, la côte de bœuf. Mais encore une fois, on stigmatise un peu le coût de la viande parce qu'on le voit au prix au kilo. Alors qu'aujourd'hui, on consomme des quantités qui sont assez restreintes. Hein. On est entre 100 et 150 grammes maximum par personne, 3 fois par semaine, parce qu'on ne mange pas de la viande forcément tous les jours. Enfin, ce n'est pas ce qui est recommandé en tous les cas. Et effectivement, si on est sur un plat familial, genre pot-au-feu, bœuf mode, mironton, on est sur un prix quand même assez raisonnable. Maintenant, effectivement, quand on a un petit salaire ou même un SMIC, c'est très difficile. Mais après, on peut juguler sur l'équilibre alimentaire et trouver des produits à un coût plus modeste. Alors là, c'est vraiment difficile à dire parce qu'on est dans une période d'inflation. Mais je continue à croire que la viande peut rester accessible à tout pour peu qu'on n'en fasse pas un usage démesuré. On n'est pas obligé d'en manger tous les jours, quoi. Oui, de toute façon, la viande a toujours été chère. Hein. Finalement, c'est très récemment où on a de la viande à prix plutôt raisonnable, qu'on peut presque consommer tous les jours. Mais historiquement, il ne faut pas remonter très loin. Il y a 50 ans, c'était un produit rare. Hein. Un ouvrier ne mangeait de la viande qu'une fois par semaine. Enfin, il faut s'en souvenir. Donc, alors c'est quoi un produit de luxe? Est-ce que c'est un produit rare qu'il faut utiliser, consommer modérément?
où c'est un produit vraiment de très très grande qualité, avec du savoir-faire et qui mérite peut-être que ce soit plus cher que les produits plus basiques de tous les jours. Voilà. C'est une réflexion générale. Hein. C'est quoi le luxe? C'est la rareté ou c'est vraiment la qualité de l'artisan, de l'éleveur derrière, et puis l'industriel, tout le monde tape dessus, c'est vrai, mais il permet quand même aussi d'avoir des viandes basiques, ceci dit saines d'un point de vue de l'hygiène, du point de vue de la garantie pour le consommateur, mais un peu moins bonnes d'un point de vue gustatif ou autre, mais qu'on peut utiliser en produit courant. Voilà. Après moi, pour bien me faire comprendre, je sous-entends pas que la viande coûte cher. Je pense qu'elle n'est pas accessible. Pour moi, c'est pas la même chose. Je pense que la connaissance de la bonne viande, c'est ça qui n'est pas accessible. Qu'est-ce que la bonne viande? C'est ça. Si on avait des cours pour expliquer les variétés de races qui sont dans notre département, ou l'AOP, qu'est-ce que c'est déjà en primaire, on la rend plus accessible. Après, la fréquence, elle varie. Et avec des chefs comme Frédéric, on arrive aussi à apprendre des tips, des recettes pour pouvoir mieux la magnifier. Mais pour moi, elle est plus inaccessible du fait d'un manque de connaissances que financièrement. Frédéric, justement. Oui, j'applaudis complètement les propos de Sofiane. Moi, j'ai envie de dire la viande ne doit pas être un luxe. Voilà, elle ne doit pas être un luxe. Et on doit pouvoir y accéder, alors peut-être de manière un peu plus finalement modérée ou moins souvent, et puis considérer certains morceaux comme un moment un peu plus privilégié. Comme à l'époque le saumon sauvage arrivait à Noël ou l'oie qu'on avait élevé toute l'année prenait place au milieu de la table aussi aux périodes de fête. Mais voilà, moi, mon œil de cuisinier m'amène à, parce qu'on est contraint à des coûts matières, parce qu'on est contraint à des prix de vente, on doit s'inscrire dans un marché, nous amène à peut-être redécouvrir certains morceaux, certaines préparations. Le miroton, j'adore, bravo. Et finalement, je pense que pour le consommateur lambda, recréer du lien avec son boucher, essayer de prendre du conseil et de s'orienter vers des morceaux un peu plus à sa portée financièrement. Et en évitant le gaspillage aussi, parce que je rappelle que l'alimentation aujourd'hui, le plus gros scandale, si je puis me permettre, c'est le gaspillage. Puisqu'on a des quantités énormes au niveau de chaque citoyen qui sont gaspillées chaque année. Donc on devrait être capable de récupérer un peu sur le gaspillage, effectivement, pour peut-être pouvoir se payer la meilleure viande ou mieux rémunérer le producteur. Et Alan, il en pense quoi chez toi? On considère la viande comme un produit de luxe. Comment c'est perçu? Tu en manges tout le temps en étant étudiant? La viande, pour moi, c'est pas, même chez moi, c'est pas spécialement un produit de luxe, mais comme Sofiane le disait, la bonne viande, ouais, ça en devient un produit de luxe qu'on a pu en goûter avec Sofiane, par exemple la viande d'Aubrac. Et là, ça, je considère comme de la viande de luxe, quoi. Ça veut dire que la viande que tu as découvert chez Monsieur Bonny, c'est ça, hein, éleveur, c'était pas la même que celle que tu manges tous les jours? C'est... En fait, quand on va au boucher, chez le boucher, la viande, elle est bonne, mais ouais, c'est ça, c'est pas la même viande que d'habitude. On voit qu'elle est mieux travaillée. On a mangé aussi tu te rappelles du filet de bœuf salaire qu'on a fait pour Florian Honner, qui est un gros youtubeur. On a retravaillé un filet de bœuf. Et là aussi, leurs réactions, elles étaient folles. Enfin, ouais, la viande, elle était incroyable. Mais au niveau de la tendreté, au niveau du goût, parce que souvent le filet de bœuf est assimilé plus à la tendreté qu'au goût. Je sais pas comment expliquer, mais c'était déjà le goût, il était bon et même c'était tendre, c'était facile à manger. Et si je puis me permettre, les copains qui étaient à côté, n'est-ce pas? Quand on est en groupe, qu'on est ensemble, qu'on partage un moment, est-ce que la viande n'est pas meilleure aussi? Ouais, c'est de la bonne viande avec des bons amis, c'est toujours mieux. Ça aide aussi. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est de parler effectivement de la qualité, la tendreté, mais en termes de prix, comment tu perçois justement l'évolution? Est-ce que tu as l'impression que c'est de plus en plus cher ou pas, ou c'est pas ton problème, c'est pas toi qui fais les courses? Je suis pas encore arrivé à faire des courses ou quoi. Pour l'instant, c'est pas moi, c'est-à-dire pour l'instant, je sais pas encore. Tu n'es pas capable de dire encore si le prix augmente ou pas. Concrètement, Véronique, il augmente le prix de la viande? Ça dépend sur quel produit on se base, mais oui, de toute façon, il y a une inflation, notamment, alors on parle de bœuf là, mais dans la volaille, on a quand même une énorme pandémie, la grippe aviaire, qui nous a quand même mis un gros préjudice
au prix de la volaille. Et puis on a aussi la provenance de certains produits d'un pays en guerre qui donne aussi cette inflation, la problématique énergie. Donc oui, je pense que là, on n'est pas arrivé au début, mais à la fin, je veux dire, mais on est effectivement dans une inflation. Et puis surtout, on a les médias qui font un gros travail pour un petit peu, je ne vais pas dire stigmatiser parce que c'est exagéré, mais qui a tendance aussi à charger la mule. C'est-à-dire, les médias disent que c'est trop cher, c'est ça? Les médias disent qu'il y a une inflation, notamment sur la viande, sur les fruits et légumes. C'est le cas, certainement, mais encore une fois, quand on arrive sur des quantités individuelles, c'est de l'ordre de quelques centimes quand on va sur un produit individuellement. C'est après, quand on est une famille nombreuse, où effectivement les répercussions sont énormes. Mais aujourd'hui, le pouvoir d'achat alimentaire a relativement baissé par rapport à il y a 50 ans. On n'est plus sur les mêmes paramètres et il faut prendre ça aussi en compte. C'est qu'aujourd'hui, on a une partie infime de notre budget qui passe dans l'alimentation et il faut en être conscient aussi. Après, il y a un deuxième volet qu'on on a vu quand on est allé notamment voir Johan, c'est ce que ça va rapporter à l'éleveur. Et là, on constate, d'après ce qu'il avait l'air de nous dire, que ça fait quelques années qu'il gagne de moins en moins d'argent. Il est en dessous des coûts de production et c'est pour ça qu'il y a une loi qui a été votée et qui malheureusement n'a pas vraiment abouti, qui est la loi Egalim 1, et on est retombé sur la loi Egalim 2. Et aujourd'hui, on a effectivement ce genre de problématique que l'éleveur doit être rémunéré à son juste coût de production. Et nous, dans l'artisanat, on est engagé à ça et on le fait depuis toujours. Et ça, je sais que, Alan, tu vas pouvoir me confirmer, ça a beaucoup touché les jeunes de voir la précarité économique. Ils ne s'attendaient pas à ça, des éleveurs qui nous ont accueillis. Ouais, c'était pas que chez Johan, il y avait chez Fred aussi, il nous parlait de ça. Et ça nous a touchés à tous. Même quand sa mère, elle en parlait, même hors caméra, quand on en parlait, c'était dur, c'était... Ouais. Mais pour nous, ça nous a touchés en fait. On voit. T'imaginais pas comme ça? Il travaille beaucoup pour toucher pas beaucoup. Il touche pas. Et 7 jours sur 7. Sans vacances souvent. Ouais, il se lève tôt, il se couche tard et. En vrai, ils touchent rien pour ce qu'ils font. Ouais. Et en plus, on les accuse de plein de choses. C'est oui. Il y a une vidéo, je crois, regardez là. Justement, il y a une vidéo, ouais. La fameuse vidéo de l'Aubrac. Allez, on est parti. Top image. Elle a besoin de manger, hein, donc oui, c'est très très important de la nourrir en quantité et en qualité. Si on veut qu'elle soit en bonne santé, en bonne forme et qu'elle nous fournisse de la bonne viande, il faut lui donner du bon. Et dans sur cette terre auvergnate, on a ce qu'il faut. Ah oui, on a de la chance ici d'être sur un terrain volcanique et voilà, on dispose d'une terre de bonne qualité et qui nous donne vraiment un foin de très bonne qualité. De distance ces dernières années entre ce qui se passe à la ferme, chez l'agriculteur et ce qui se passe en cuisine. Aujourd'hui, c'est à nous de se bouger et c'est à nous de faire en sorte que les choses changent et que les gens, le consommateur, reprennent confiance en l'agriculture française. Alors Sofiane, quand il m'a contacté pour réaliser ce reportage chez nous, je l'ai reçu avec grand plaisir. Ça fait partie du job d'ouvrir nos fermes et de recevoir des jeunes, surtout en plus quand ils sont très intéressés comme aujourd'hui. Et voilà, c'est plaisant, c'est agréable, c'est présent. Et puis ça donne un petit peu quand même aussi d'espoir et d'envie dans ce métier qui est parfois difficile. Alors, on va parler d'un vrai sujet, mais juste avant, je voudrais présenter Soumia. Bonjour Soumia. Bonjour. Étudiante aussi. C'est ça, tout à fait. Dans quel secteur? Clermont-Ferrand, ouais. Et en première année de prothèse dentaire. D'accord, parle bien près du micro qu'on t'entende bien. Vous m'entendez? Voilà, et tu as fait partie aussi des visites des exploitations. C'est ça, en fait, je suis venue en plein milieu de l'année. J'ai pas commencé avec eux et franchement, je regrette pas. Bon, mais c'est super. Qu'est-ce qui t'a plu? De découvrir un milieu que je connaissais pas du tout. Surtout l'Auvergne, on est vraiment on est dans l'agriculture et le fait de l'apprendre avec Sofiane Habibi, c'est extraordinaire. Non mais je rêve, Clermont-Ferrand, il suffit de faire 10 km et on est à la campagne. C'est ça, tout à fait. Mais bon, j'ai grandi dans un quartier et la plupart des quartiers sont renfermés à eux-mêmes. Et franchement, je suis pas comme ça, je préfère apprendre, découvrir et faire plein de choses et le fait de travailler avec Sofiane, on va dire, et c'est vraiment cool.
Non mais je rêve, Jean-Marc, il faut aller chercher les jeunes dans les quartiers, leur faire découvrir les fermes. Oui, et puis pas que les jeunes dans les quartiers, hein, parce que vous n'êtes pas les seuls à pas être forcément très curieux de ce qui se passe dans nos campagnes. Oui, et puis pas que des jeunes, des gens plus âgés aussi. Non mais c'est une vraie question, c'est vrai que il faut faciliter, et merci de faire ce lien, voilà, c'est parce que ça ne se fera pas spontanément. Ça peut se faire un peu par de l'agritourisme, par une chambre d'hôte, un gîte, mais si on veut vraiment que la nouvelle rencontre se fasse, puisque je redis, la France était un pays agricole, un pays rural, il n'y a pas si longtemps, et on ne s'est pas rendu compte qu'on était devenu un pays urbain comme quasiment tous les pays européens. Et on a perdu ce lien, on croyait, dans l'imaginaire il y ait ce lien, mais en fait il n'y est pas. Et le risque c'est que les urbains se mettent à rêver d'un rural idéal, avec des fausses images. Bon. Et donc le principe de réalité, c'était très sympa d'entendre dire on arrive sur la ferme, ça sent mauvais, les bouses et tout ça, mais c'est aussi ça la réalité d'élever des vaches ou des volailles, quoi. Voilà. Donc, ça ne se fait pas tout seul. Voilà. On voit bien qu'il faut des passeurs, il faut des organisateurs de ce lien, mais c'est fondamental. C'est fondamental. Dernier débat de cette émission, un petit sujet tabou pour finir et pour la route. Est-ce que la viande halal est aussi bonne que les autres? D'aussi bonne qualité ou pas? À toi. Oui, on s'est dit que ce serait intéressant d'aborder le sujet du halal. Parce qu'on a eu une petite aparté, un petit débat, notamment quand on est allé voir Johan. Lui, il n'en fait pas. C'est un choix parce qu'il trouve que c'est compliqué. Il a peur du traitement que va avoir ses bêtes. Et moi, je constate que c'est très compliqué parce que j'ai 15 ans de cuisine derrière moi. Donc, j'ai travaillé dans des maisons notables, notamment à Londres. Donc, j'ai pu goûter de la très bonne viande. Et je suis forcé de constater que la viande halal est plus chère et moins qualitative. Et l'idée, ce que j'aimerais, parmi les objectifs du Terre-Terre au Terroir, c'est aussi de développer une filière plus locale, peut-être du moins mais mieux, en halal. Donc on y travaille aussi, on parle aussi un petit peu avec certains éleveurs, à l'image du Cacher, où ils ont réussi à faire quelque chose de vraiment, pour moi, d'exemplaire de ce point de vue-là. Et on va aller plus loin. Pourquoi? Selon moi. La question c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense que c'est important de... Non, pourquoi c'est de moins bonne qualité? Pourquoi c'est de moins bonne qualité? Alors moi j'ai eu beaucoup de sons de cloche. Je pense que le halal est devenu une marque, Jean-Paul. Donc du coup, c'est un endroit où je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire plus de profit qu'ailleurs. Donc on va prendre une viande de moins bonne qualité, parce que culturellement, les gens qui en mangent, c'est souvent de la viande en ragoût. Donc il va demander peut-être un petit peu moins de partie noble ou persillage. Et donc du coup, la filière a dû se construire comme ça, en se disant ils n'ont pas forcément besoin d'une race à viande de qualité très persillée par rapport à ce qu'ils en font. Et en plus, vu que le halal est une marque, on peut le vendre un petit peu plus cher aussi. Et donc du coup, c'est un segment... Et en même temps, on voit des images de dégustation de viande de Véronique Tavision. Oui, alors moi justement... en parlant bien près aussi. Pardon. Je suis surprise parce que j'ai une autre version, une autre vision par rapport à mon métier. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que la viande halal est plutôt moins chère, en tout cas en région parisienne. C'est souvent de la viande d'importation aussi, notamment Belgique. Alors, pas pour le bœuf, mais je reviens encore sur la volaille, pardonnez-moi. Et en fait, je pense, au niveau de l'agneau, il y a beaucoup d'importations, notamment d'outre-Manche. Et je pense qu'elle est moins chère donc, chez nous parce que les consommateurs sont des familles beaucoup plus importantes que les familles qui cuisinent habituellement dans le conventionnel. Ouais. Et que donc la recherche est un prix moindre et c'est souvent des produits qui sont issus de l'importation. Et moi, je ne suis pas d'accord par rapport à la qualité parce que je n'ai aucune idée finalement parce que je suis très axée conventionnelle et qu'à titre individuel, je n'achète que du conventionnel et c'est même un critère chez moi. Donc oui, c'est ça. Moi, donc je ne peux pas donner mon avis vraiment. Alors, sur la volaille, c'est vrai. Sur la volaille, de toute façon, aujourd'hui, c'est beaucoup du halal.
Moi, je m'adresse surtout Et même sur le marché français, c'est-à-dire que sur le marché français, on n'identifie pas malheureusement le mode d'abattage, et même dans des, je vais dire un truc scandaleux. Il faut le dire. Oui, mais je le dis et je l'assume complètement, et tant pis si je me fais taper dessus après, c'est qu'on a beaucoup de volailles halal sur le marché, et le consommateur n'est pas forcément conscient qu'il consomme du halal. Mais et je sais qu'il y a une c'est pas demande. vrai que pour la volaille d'ailleurs. Ah mais je parle de la volaille, Oui. en l'occurrence. Et pour moi, c'est assez scandaleux parce que le consommateur devrait avoir accès au mode d'abattage sur l'étiquetage. Tout à fait. Une transparence, on va dire. Traçabilité. Traçabilité, oui. Frédéric, ta version sur le halal, qualité, Alors, plus cher, moins cher? Je rejoins Véronique sur notamment sur la volaille, sur les tarifs. Elle est souvent proposée, alors effectivement des produits d'import essentiellement, elle est souvent proposée moins chère. Sur les autres types de viande, moi j'ai été surpris de voir des veaux plutôt de bonne qualité, plutôt bien élevés. Il m'est arrivé d'en consommer et d'en cuisiner également. Le bœuf, je ne marque pas trop de différence, si ce n'est effectivement plus des bas morceaux destinés au marché halal que les morceaux nobles. Voilà, enfin, pour rejoindre Sofiane et essayer de comprendre l'introduction du débat, il me semble qu'en fait, le manque, c'est peut-être des produits labellisés halal, plutôt haut de gamme ou de terroir, des produits locaux, une volaille de Bresse halal par exemple, où on a vu arriver des foie gras, Mais ça halal. existe, hein. Il me semble que ça existe. Que j'ai Voilà, vu c'est la là-dessus Bresse où halal. moi je n'ai Ouais, pas ouais, les ouais. informations. Et du foie gras halal d'ailleurs. Moi j'ai vu le foie gras halal, j'ai d'ailleurs même voulu l'essayer. Et j'étais surprise parce que Et il est bon je me dis qu'il y a une filière. Non, mais c'est comme le bio halal. Ce qui me surprend, alors je vais encore dire des choses qui vont vous déranger, c'est qu'on est sur un cahier des charges de bien-être animal et que le foie gras ou la viande bio, d'ailleurs je crois que ça a été retoqué, ne rentre pas dans ce cahier des charges forcément. Donc le halal, c'est un vrai sujet aujourd'hui, politiquement, sur le plan national, sur le plan aussi de notre organisation professionnelle, parce que on est un peu dans le flou artistique finalement. Moi, je pense qu'on est dans le flou artistique. Encore une fois, moi, ma démarche, c'est vraiment de rendre accessible. Donc, il y a du bœuf halal, il y a de la volaille de Bresse halal, il y a tout, du veau, de partout. Mais je ne trouve pas de race au vrac à 15 minutes de chez moi. Et mon propos, moi, il est là-dedans. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire une abondance de viande, manger tous les jours de la viande d'Aubrac halal. Je constate que c'est difficilement accessible. Tout mon propos, il est de rendre accessible la culture rurale. Alors moi, j'ai peut-être une solution. Ouais. Laquelle? En fait, vous êtes allés voir des éleveurs qui sont généralement des gens beaucoup passionnés par leur métier et qui sont aussi très à l'écoute du mode d'abattage de leurs animaux. Et c'est vrai que le halal et le kasher d'ailleurs, c'est extrêmement clivant. Et je pense que le jour où on aura des institutions et des religieux qui accepteront l'étourdissement comme certains pays, comme la Malaisie, comme les Émirats arabes unis, on aura de la viande halal de grande qualité, du Salers, de l'Aubrac, et ça j'en suis persuadée. C'est une vraie question, ça. Hein. C'est Donc, bien. Mais c'est le nœud du problème, en vérité. Quand on en a parlé, je ne sais pas si tu te rappelles, Soumia. Et on laisse la parole à Soumia pour conclure, puisqu'on arrive au terme. Soumia, qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec Sofiane. Je pense rendre la viande accessible à tout le monde, ce serait vraiment cool. Pour moi, je mange de la viande halal. J'ai pas eu l'occasion de manger de la viande de vrac, etc. J'aurais aimé, parce que c'est une viande de très bonne qualité, je le cache pas. Enfin, je l'ai vu comment Fred, par exemple, comment il élève c'est ça, en fait, il y a de l'amour. En fait, le goûter un jour, j'aimerais bien, quoi. C'est juste ça le problème, c'est juste la viande halal. Le débat est ouvert. Ouais, donc ça veut dire aussi, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il va falloir régler ce nœud. Oui, Jean-Marc? Oui, moi je suis d'accord avec Véronique. La question du débat de société, hein, c'est les conditions d'abattage, avec étourdissement ou pas. Bon, le problème, c'est que c'est un sujet qui devient politique très vite, où il y a des mauvais débats qui s'ouvrent autour de ça. Mais il y a une vraie question de sensibilité autour de l'animal. Et les politiques, entre guillemets, mais c'est-à-dire la collectivité, nous, on doit prendre peut-être des positions un peu plus claires là-dessus, avec les autorités religieuses, parce qu'il s'agit bien des abattages rituels. Et puis quand même l'étiquetage, tant que tout ça n'est pas réglé, malgré tout, que la viande halal
de fait, soit étiqueté comme étant halal par rapport au respect de tous les consommateurs, quels qu'ils soient. Ça me paraît une donnée Enfin, importante. la viande Ça, halal c'est est, évident. est étiquetée, Non, mais c'est la celle qui- conventionnelle qui n'est pas étiquetée quand elle est quand même C'est ce halal. que je voulais dire. Ouais. Ça, c'est un problème. Je vous rejoins. Bon, traçabilité, étiquetage, clarté vis-à-vis du consommateur, accessibilité de la viande. On est tous d'accord, il faut que ça reste un plat, quelque chose d'accessible. Il faut lutter contre le gaspillage. Merci à vous, mesdames. Merci à vous, messieurs. Et merci à toi. Merci, Jean-Paul. Merci. Et merci à vous surtout. Plus largement des intrants agricoles. Question financière dans un premier temps. À votre avis, derrière, pourquoi la situation de l'élection du président Macron est assez agricole se prépare